Bonjour à tous, on va commencer la conférence. Merci d'être venus. Aujourd'hui, donc, on va parler des startups dans les achats. Alors, en tant que directeur achat ou membre de comité de direction achat, vous êtes sollicité par vos clients internes pour trouver de nouveaux acteurs, pour renforcer l'innovation. Alors on s'est posé la question, est-ce que la fonction achat elle-même travaille sur sa propre fonction et sur la capacité à faire évoluer à la fois ce qu'elle produit, ce qu'elle fait et les services qu'elle apporte à ses clients internes via des startups. Et donc l'idée nous est venue d'analyser un peu l'univers des startups dans les achats, qui est un univers pas forcément très clair. On entend des noms ici ou là. Et donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de partager avec vous l'étude qu'on a fait et l'analyse des presque 1000 startups qui aujourd'hui gravitent dans l'univers des achats, ce qu'elles font, sur quel sujet elles travaillent, quels services et quelle valeur ajoutée elles apportent. Et puis ensuite, après avoir un échange avec deux patrons de L'Oréal et puis de Siemens et deux fondateurs de startups sur deux sujets différents et avoir un peu ce regard croisé entre start-up d'une part et puis directeur achat d'autre part. Voilà un peu l'agenda de cette matinée. Donc, je vais laisser la parole à Stéphane qui a conduit en fait cette étude pour vous donner un peu les grandes lignes, les grands enseignements de cette étude sur les 1000 startups. Vous avez par rapport à moi un gros avantage, c'est que je ne suis pas du tout un spécialiste des achats. Et d'ailleurs c'est pour ça que Xavier m'a demandé de faire cette étude. Et il m'a lancé un challenge, il m'a dit qu'il faut qu'on trouve 1000 startups. Alors pourquoi 1000? Parce qu'en fait on a fait plusieurs études sur les startups et une des dernières qu'on a réalisées et qui a été un succès en termes de présentation, on va dire, c'est sur l'automotive où on était à 1000 et là aujourd'hui on l'a mise à jour, on doit être à presque 1500, presque 2000. Voilà. On n'a pas 1000 startups, mais on en a presque. Donc l'idée, comme l'a précisé Xavier, c'était d'avoir une vue du paysage, du landscape, des startups dans l'univers des achats, de bien les identifier, déjà pour nous, pour mieux comprendre, et du coup après être capable de bien vous en parler lors de nos projets. Identifier des axes, des patterns d'innovation, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cet environnement des achats, à travers une vue via les startups. Et on va beaucoup parler, parce que c'est notre seul, quand on fait ce type d'analyse, c'est le principal paramètre, on va beaucoup parler d'investissement dessus. En gros, comme on va avoir une vision macro, au début, avant de rentrer dans le détail avec une startup, un des paramètres clés qui va permettre un peu de faire le tri entre des startups qui sont lambda et des startups intéressantes, c'est la quantité l'investissement qu'elles ont réussi à lever. C'est pour ça que vous allez avoir une partie dédiée à ça. On ne parlera pas de chiffre d'affaires, de startups, de choses comme ça, qui sont d'ailleurs des éléments assez difficiles à récupérer. Voilà. Alors, on utilise une méthode assez pédestre en fait pour faire ce genre d'études. C'est-à-dire que c'est comme si on jetait un filet à la mer dans des bases de données. Et donc on utilise deux bases de données, une base de données spécifique aux startups qui s'appelle Crunchbase, auquel vous pouvez avoir accès via Internet en premium, c'est-à-dire qu'il y a un service minimum gratuit qui vous permet de consulter des startups. Et Capital IQ, alors là, qui est une base de données généraliste. Et on part d'un échantillon de l'ordre de 400 000 startups. Ensuite, on va converger en faisant d'abord des recherches par mots-clés. D'ailleurs, je pourrais utiliser dans Crunchbase les startups qui ont été taguées procurement, du achat, etc. Mais je sais par avance que je vais avoir un échantillon hyper restreint, et ça ne m'intéresse pas. Je vais avoir l'échantillon le plus large possible, justement pour avoir une vue sur ce qui se passe dans cet univers. Et volontairement, avec Xavier, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait élargir à des startups qui ne seraient pas 100% achats, mais soit qui ont les achats dans une partie de leur activité, vous verrez qu'on en a beaucoup qui sont achats et finances, et également des startups qui en fait se présentent même pas comme des startups pour les achats, mais pour lesquelles nous pensons qu'elles peuvent avoir un intérêt pour les achats. Et après on utilise, dans un deuxième temps, je vous le montrerai, on utilise un outil d'analyse sémantique qui nous permet d'aller plus vite et de passer de 6000 à 700 avec des filtres quasi automatiques. D'ailleurs c'est intéressant, c'est presque une mise en abîme. Parce qu'on a travaillé avec cette startup, la Cabel Quid, c'est une startup qui est dans l'étude, et une startup que vous pouvez utiliser pour identifier des fournisseurs. Voilà. Et donc on arrive à 700 startups. Alors j'ai un peu triché entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai pris une échelle de temps qui commence à 2000. Donc c'est des startups qui ont été créées à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui.
j'ai juste parce qu'elles ont été start-up au moment de leur histoire. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir l'évolution. C'est pour ça que je vais prendre sur tout cet horizon de vie. Et ce qui est intéressant à voir en chiffre macro, c'est que depuis 2010, ils sont fait à peu près 4 par mois, 1 par semaine. Donc ça, c'est avec les données. Et c'est similaire, ça qui est amusant, c'est similaire à beaucoup d'autres secteurs. Dans l'automobile, c'est pareil, on a trouvé une start-up par semaine. Alors encore une fois, toutes ces start-up-là ne sont pas excellentes. Elles sont parfois hyper régionales sur des petites niches, etc. Mais voilà, c'est une image du foisonnement de la création de start-up dans l'univers des achats. Et notre grande question au début de l'analyse, c'est de se dire, ok, est-ce qu'on va en trouver, combien on va en trouver, est-ce que ça va être aussi intéressant que d'autres secteurs? Et en fait, c'est passionnant, on est vraiment passionnant. On a conduit beaucoup plus d'études sur de start-up similaires à celle-ci, sur des secteurs industriels, l'automobile, aérospace défense, la banque assurance, des choses comme ça, l'impression 3D. Un peu moins sur les fonctions, on a fait la fonction RH, voilà, ça foisonne, et la fonction achat. Voilà. Alors ça, c'est mon nuage de points, c'est mes 700 startups, et je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Chaque point là, c'est une startup. Chaque point, c'est une startup, et elle est définie en fait par sa description, sa business description, la façon dont elle se décrit. C'est-à-dire que voilà, et moi je fais ça, et donc après j'utilise cet algorithme sémantique qui va scanner toutes les descriptions de startup et qui va me les regrouper en fonction de proximité sémantique. D'accord ? Et ça me permet très rapidement d'avoir, très rapidement, c'est quand même une inspiration, mais le résultat me permet très rapidement d'avoir une vue du landscape des startups achats. Et par rapport à d'autres secteurs, ce qu'on voit là, c'est que c'est hyper ramassé. Alors, on a un gros paquet là, c'est hyper ramassé avec ce cluster-là qui se dégage, ce cluster-là qui se dégage, et puis un petit peu ici. Et donc ça, donc première remarque, première signification de cette représentation via une analyse sémantique, c'est qu'en fait, il y a peu de différenciation entre ces startups-là. Ou dit autrement, la façon dont elles se présentent est peu différenciée. En réalité, si vous regardez ça de loin, vous dites, bon, ils font tous la même chose. Et donc la façon dont ils se présentent, c'est qu'ils font tous la même chose. Et du coup, c'est compliqué pour vous, après, d'identifier celle avec laquelle vous souhaitez travailler. Donc il y a ce cluster-là qui se dégage, donc c'est le cluster vert, donc c'est ce qu'on a appelé digital procurement. C'est là où on va trouver le machine learning, l'artificial intelligence, le RPA, le blockchain, etc. Eux, c'est clair, c'est assez différencié. Ici, ça se différencie parce qu'en réalité, ce sont des startups qui sont dans ce que j'ai appelé procurement solutions. C'est grosso modo, c'est du e-procurement, web-based, SAS. Et ça, c'est dans le secteur de l'énergie et des utilities. C'est pour ça qu'ils se dégagent. Là, on va avoir là, on est sur des service providers. Donc on verra, il est ici. Je ne creuserai pas trop aux service providers, c'est le moins intéressant. Là, on est sur de mémoire, c'est de la supply chain. Donc voilà, ça me permet d'avoir cette vision très rapide. Et donc, nous, on a identifié 4 grands clusters. Donc un premier cluster très très massif, Procurement Solution, c'est 356 startups, c'est presque 2 milliards d'investissements reçus. Donc c'est quasi la totalité de l'investissement reçu. Ensuite, des marketplaces B2B. Alors ça, c'était une surprise parce qu'on pouvait se dire, marketplace B2B avec Amazon, etc., tout ça, ça va disparaître. Mais en fait, nous, ils sont créés tous les jours en réalité. Et on est dans le deuxième cluster. Digital Procurement, beaucoup moins de startups, parce que là, c'est plus compliqué à créer. Tout ça, c'est transactionnel. Ici, il y a de l'intelligence, entre guillemets, avec des algorithmes, de machine learning souvent. Donc il y en a beaucoup moins. Les fonds levés sont moins élevés, mais pour nous, c'est plus intéressant. Et là, on ne va pas trop rentrer dans celui-ci, parce qu'en fait, c'est là où il y a de nos concurrents, de petits concurrents. Donc là, vous allez avoir des consultants, des sourcing agencies, etc. C'est 125 startups, c'est 44 millions. Et je pense pour vous, moins intéressant. Si vous voulez la liste, on peut vous la donner. Alors, je vais juste vous montrer, parce que vous pourriez l'utiliser, alors il faut que je remette mes lunettes là, parce que je ne vais pas y arriver. Vous pourriez l'utiliser ce software. Stéphane, pour rappel, tu as 30 minutes. Hein. Oui, je vais aller très vite. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, alors, je pars d'un échantillon, j'ai fait mon échantillon, et après je l'upload, et puis je lance ma visualisation. Et donc vous pourriez faire la même chose. Je ne sais pas, vous êtes sur une nouvelle catégorie, software provider, je ne sais pas, web hosting, whatever. Vous n'y connaissez rien, vous êtes nouveau dans cette catégorie, vous faites votre recherche. Alors, ok, c'est un peu plus long que ça quand même. Vous faites votre recherche, et là, j'ai mon échantillon d'entreprise qui s'agence, d'accord. Et donc là, on va le laisser travailler, c'est presque un organisme vivant. Et
de façon sémantique, donc avec la business description, la description de chaque entreprise, l'algorithme va les relier, donc va faire des paquets, donc c'est des paquets de couleurs, okay, et puis va les relier les uns par rapport aux autres. On va l'arrêter parce que... Et après, je peux faire toutes les analyses que j'ai envie de faire. Donc, je vais repartir, voilà. Je peux, alors, focaliser sur un, je vais par exemple sur celui-ci, je peux l'isoler. Je pourrais y passer des heures avec vous. Je peux l'isoler et je peux regarder en détail de quoi il s'agit. Voilà. Et là, je vois que en fait, j'ai trois sous-ensembles. J'ai des gens qui font blockchain data analytics, encore du blockchain, du RPA, et là, des boîtes qui font market intelligence, etc. Voilà. Alors, c'est très itératif. À chaque fois, par défaut, ça me donne des keywords. Il faut que je rentre dedans pour vérifier les keywords. Mais en 2 temps 3 mouvements, ça me donne une visualisation hyper géniale et très simple de mon paysage. Et donc pour un acheteur qui veut découvrir une nouvelle catégorie, alors si on est sur des pompes à huile sous le moteur, sous le capot, ça c'est vraiment très... c'est bon, ça fait 60 ans qu'on en fait, c'est très cadré. Mais tout ce qui est software, là c'est un peu plus compliqué, surtout qu'en plus, quand vous lisez la business description, je comprends rien, je ne sais pas si vous comprenez, mais souvent on comprend rien, c'est très compliqué, il y a des buzzwords, donc ça permet d'aider. Voilà, j'accélère. Donc on va s'intéresser à ces trois clusters, donc j'ai dit service provider, on ne va pas le creuser, mais parce que c'est moins intéressant. Donc le gros paquet Procurement Solution, qu'on a décomposé en 4 sous-paquets, des startups qui proposent des solutions très focalisées sur un bout de la chaîne de valeur des achats. Par exemple, c'est là où je vous ai mis Pierre et Augusta, qui est sur la performance. Voilà. Scout RFP, ils sont au départ sur RFP, RFQ. Et alors, je suis assez content parce qu'en fait, je les ai mis en contact avec, avec Silex et ils m'ont sans doute faire du business sur San Francisco. Silex est à Paris, ça va faire génial. Là, c'est global, c'est-à-dire eux, ils ont en tout cas, la promesse, c'est je traite toute la chaîne de valeur, toutes les étapes de la chaîne de valeur des achats. Et alors, vous allez reconnaître Coupa, vous pouvez me dire, ok, Coupa, c'est pas une start-up, ils ont été créés en 2006, c'est pour ça que je les ai dans mon échantillon. Je suis capable d'identifier les nouveaux, etc. Et oui, donc c'est là où il y en a beaucoup. Et puis, soit après des plateformes qui sont industrie spécifiques, donc elles se focalisent sur une industrie, alors par exemple le restaurant, par exemple le healthcare, voilà, c'est très spécifique, ou sur des catégories. Et là, ça peut être intéressant, je ne l'ai pas creusé, mais ça peut être intéressant de creuser parce que je sais que dans certaines de ces startups, il y en a qui vont traiter par exemple les indirects. Donc, pour catégorie, ça peut être intéressant de regarder ce qui se passe. Voilà. Après, on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, et là c'était la surprise, c'est 173 startups dans les marketplace B2B. Et en fait, en réalité, le truc, il est là. L'activité, elle est ici. Donc, elles sont focalisées sur un pays. Donc, ça, c'est russe. Ça a levé, je crois, 100 millions d'euros, 100 millions de dollars. Donc, c'est non négligeable. Et ça, c'est indien. Et donc, on pourrait dire, avec Amazon Service, Global Services, tout ça va disparaître. Et il y a un autre. Ou bien, catégorie spécifique. Ça, c'est du manufacturing. Ça, c'est des codeurs, des software codeurs. Et bon, après, là, c'est un peu moins intéressant. Secteur spécifique, ça, c'est la chimie. Là, c'est des généralistes. Lui, en fait, il est généraliste, mais il se focalise sur les petites entreprises. Voilà. Le plus intéressant pour nous, voilà, c'est le plus, entre guillemets, intéressant, passionnant, avec des startups qui sont dans l'intelligence artificielle, avec des algorithmes de machine learning, on va regarder ce qu'ils font. Quelques startups, pas beaucoup, et qui ne sont pas, je dois être honnête avec vous, focalisées uniquement achat, vous pourriez les utiliser dans d'autres activités, à partir du moment où c'est une activité transactionnelle et administrative, qui font du RPA. Celle-ci, elle est super intéressante, je vous invite à aller la regarder, on pourra en reparler, Workfusion. Pas mal de startups dans un gros paquet Big Data où il y a plusieurs choses. Donc, par exemple, Silex, je l'ai mis là, pour la Big Data, parce qu'à l'inverse de Scout RFP, je pense que Scout RFP est purement transactionnel. Et vous intégrez un algorithme de machine learning, vous présenterez des choses qui rentrent dans le Big Data. Ou de la visualisation. Alors lui, c'est intéressant, c'est un ancien consultant, et lui, en fait, il propose des étapes de sourcing, de stratégique sourcing. Donc la promesse, c'est que vous faites la même chose sans les consultants, avec Nature. Je pense que c'est Et puis du blockchain. Il y a beaucoup de choses sur le blockchain, beaucoup d'entreprises qui vont travailler sur la sécurisation ou sur l'authenticité, l'origine des achats. Certains sont spécialisés dans des secteurs bien particuliers. Alors, vous avez vu, on est remonté 2000-2001, à partir de 2001. Donc là, c'est la courbe de création. Et vous voyez que le pic, il est autour de 2012-2014. Voilà, tout le monde, jusqu'à 70 startups par mois. C'est vraiment tiré par la courbe bleue. Donc, les solutions procurement, c'est Procurement Solution, Web-Based Solution, et puis les marketplaces B2B. Et vous voyez que Digital Technology, ça n'existait pas avant. Voilà, ce qu'on a vu dans Digital Technology, ça n'existait pas avant 2007. C'était en
en développement dans les laboratoires, et c'est en train de monter. Alors, vous pouvez me dire, ouais, mais c'est marrant, c'est en train de baisser. Enfin, j'ai toujours cette forme, sur toutes les études start-up que j'ai pu faire, j'ai toujours cette forme de courbe, c'est-à-dire qu'il y a une baisse sur les dernières années. Enfin, je pense qu'il y a deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est que je pense que clairement, il y a eu un pic de création de start-up, en tout cas, ces start-up qui sont à base de software. À la limite, c'est entre guillemets, facile, genre accessible d'aller créer une start-up avec un software SAS. C'est beaucoup plus accessible que de créer une start-up impression 3D. Là, il y a du hardware, un peu compliqué. Et donc là, c'était la floraison, c'est là où il y a eu le boom, etc. Donc je pense qu'il y en aura moins, il y en a moins. D'accord, puis il y a du tri qui se fait, etc. Et en fait, ce qu'il faut interpréter ce pic de descente-là, c'est qu'en réalité, les start-up qui sont en train de se créer ou qui sont en création entre 2015-2016, à partir de 2015-2016, elles ne se sont pas encore vraiment déclarées. Je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle start-up du fondateur de Criteo, elle s'appelle LES, il a créé en 2015, ils n'en parlent que maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui, elle sortirait que maintenant dans les... Donc voilà, il y a ces deux phénomènes. Un pic, à mon avis, autour de 2010-2014, une légère descente, mais pas à ce niveau-là. Quand on va la remettre à jour dans un an, et ici 2016, on va au global, on va remonter. Voilà. D'un point de vue géographique, alors là c'est pareil, c'est marrant, c'est systématiquement pareil. C'est les États-Unis qui sont numéro 1, toujours pareil. L'Europe et l'Asie. Alors là, ce qui est intéressant quand même, c'est que les États-Unis, l'Amérique du Nord, pardon, principalement les États-Unis, sont à 56% la totalité. 56% des startups qu'on a identifiées viennent des US. Parfois, c'est beaucoup plus conséquent, c'est jusqu'à 80%. Donc là, c'est un peu plus équilibré. Et ce qui est intéressant, c'est la part de l'Europe. 24%, c'est plutôt un chiffre assez élevé, souvent l'Europe. Et après, l'Asie, c'est pas mal de secteurs sur lesquels on a travaillé. L'Asie, il n'y a pas grand-chose. Et vous voyez que ce qui est intéressant là, c'est que en Asie, la majorité des startups, c'est des marketplaces B2B. En fait, les Asiatiques, ils n'achètent pas, quoi. Ils ne font pas de start-up achat, et un point complémentaire sur la partie Europe, on a fait des analyses pour essayer de comparer la maturité achat en zone du monde. Ce qu'on voit quand même, c'est que globalement, l'Europe est plus mature que les US. Les US sont encore un peu trop sur un mode transactionnel. Peut-être aussi, on va dire, l'avance globale de l'Europe en termes d'achat. Et finalement un pourcentage de start-up basées Europe plus important que dans d'autres secteurs. Et d'ailleurs, une des deux start-up aujourd'hui a été fondée par un ancien membre de fonction achat, ce qui montre bien que l'Europe est en pointe aussi là-dessus, comparativement à la taille et à la puissance des États-Unis sur l'univers start-up en général. Et le deuxième point qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que la technologie, c'est 15% des startups européennes versus 8% et puis quasi rien là-bas. Donc voilà, ça montre qu'en Europe, il se passe des choses autour du machine learning, du blockchain. Voilà, pas mal des boîtes blockchain qu'on a là, elles sont de Grande-Bretagne, et en machine learning, les Français sont même s'il n'y a pas une large étendue de startups, sont plutôt à la pointe de nos. Voilà. Et donc en termes d'investissement, c'est 3 milliards depuis 2001. 3 milliards depuis 2001 d'investissements reçus. L'automotive, sur la même période, c'est 45 milliards. Donc c'est pas les mêmes échelles de grandeur, mais c'est non négligeable, 3 milliards. La construction, c'est 3 milliards aussi sur la même période. 3 milliards, c'est ce que fait, c'est l'investissement annuel, en tout cas l'investissement 2016 dans l'agrotech. L'investissement annuel. Donc c'est assez modeste. Et c'est plus que l'impression 3D. L'impression 3D, c'est 1,5, je crois, 5 milliards sur la période. Et en fait, c'est tiré sur les 700, c'est peut-être tiré par 20% des entreprises. Et donc là, vous voyez l'évolution de l'investissement. Donc ça suit, fatalement, ça suit la courbe. Donc ça continue à grimper sur les années 2017. C'est normal parce qu'en fait, c'est des startups qui ont été créées précédemment. Ce qui est intéressant, vous voyez que le cluster digital, il apparaît, il commence à lever des fonds principalement autour de 2014, et aujourd'hui, il est significatif. Là, c'est tiré par une start-up chinoise qui a levé 100 millions d'euros, donc et là aussi. Et je pense qu'on arrive à la fin, mais ça c'est une pure hypothèse que je fais, parce que on regarde l'historique, on va essayer de voir plus tard, dans un slide suivant, est-ce qu'on peut tirer des traits, faire un peu de prospective. Je pense qu'on arrive à la fin de la création d'entreprises de start-up dans ce qu'on a appelé Procurement Solution, donc les Coupa-like et Value-like, même si Value, c'est pas dans notre échantillon, qui ont été créés avant 2000. Et en fait, c'est ici là que ça va se passer.
Et d'ailleurs, en réalité, ça va. Les deux les gros acteurs là aujourd'hui sont déjà en train d'acheter des boîtes qui travaillent avec des boîtes qui sont dans ce secteur-là. Et je ne serais pas surpris que les boîtes qui sont dans ce secteur-là, parce qu'elles ont l'algorithme de machine learning, et si elles lèvent suffisamment de fonds, prennent carrément la place de cette question. Ça aussi, c'est une théorie intéressante. En termes de funding par géographie, donc vous voyez là les États-Unis ça remonte, hein, c'était 50%, 70% du funding total, mais ça c'est lié à la spécificité nord-américaine et puis toute l'activité des venture capitalistes, des business angels. Donc là je vous ai mis une liste de startups, on ne va pas tous les regarder. Vous voyez que les investissements massifs ils sont en Amérique du Nord et en Chine. C'est Yuanyu, je ne sais pas le chinois mais je vais appeler mon market. Alors vous allez dire on est loin des achats, c'est du sourcing de courrier, c'est du courrier à acheter et donc à sourcer pour votre entreprise. C'est ce que propose cette entreprise chinoise. Et les mêmes films, ça je vous invite à regarder ça, c'est pas purement achat, c'est achat et supply chain, c'est fabuleux, c'est la supply chain en temps réel avec une situation room, en tout cas la promesse est fabuleuse, une war room où vous allez voir, vous êtes directeur supply chain, directeur achat, vous voyez en temps réel tout ce qui se passe dans vos usines et chez vos fournisseurs. Et donc, vous voyez très rapidement ça descend en termes de funding. Et puis en Europe, c'est des fundings un peu plus légers. Mais ça, c'est propre, je dirais, à la situation des géographies et des pays. Et en fait, là-dedans, ce que vous allez voir, là, ici, c'est principalement soit des solutions spécifiques, industrie spécifique, procurement solutions spécifiques, soit des marketplaces. Ça, je crois que c'est la Chine, par exemple. Stéphanie, il te reste 5 grosses minutes. Voilà. Si on essaie de tirer un trait, si on essaie de voir la dynamique de tout ça, vous voyez, ici on a mis l'âge moyen de création des startups dans chacun des clusters, l'investissement reçu et la taille, donc l'investissement reçu par moyen, la taille du cluster, et puis ici des cagnottes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les clusters bleus Procurement Solutions, je dis c'est les clusters du passé, ils ont été créés en 2003-2007, l'âge moyen de création, vous voyez, et on voit que les solutions globales, c'est terminé, quoi. Coupa, il a tout mangé. Qu'est-ce qui reste? Il reste de la place pour des solutions spécifiques. Scooter RFP, ils rentrent, c'est l'histoire des trade shift par exemple, sur l'entrée par le paiement, ils vont sur le reste. Scooter RFP, ils rentrent par les RFQ, ils proposent une user interface super friendly, et il va aller vers le reste. Mais là, il n'y a plus grand chose qui se passe. Là, il y a encore un peu d'activité. Très étonnant, c'est ça. On a vu, c'est tiré par des créations régionales. Et puis ce dernier cluster, un CAGR super élevé. La création moyenne, c'est 2012-2013. Et donc, je pense que c'est ça qui va continuer à grimper. Il ne grimpera pas aussi haut que les autres, parce que par nature, il y a quand même moins d'acteurs. Mais là, le futur, il est sans doute très certainement possible. Voilà. Alors, par rapport à d'autres secteurs, ce qui est intéressant, je trouve, dans le startup achat, c'est que vous êtes un acteur de l'automobile, vous regardez les startups de l'automobile comme une menace. Et ils vont me manger, ils vont me prendre mon business. Là, pour vous, c'est différent, je trouve, puisque en réalité, vous regardez ces startups, elles vont pas, en tout cas achat, elles ne vont pas manger votre business. En revanche, elles peuvent, si vous identifiez la bonne avec laquelle travailler, la bonne technologie, elles peuvent être un levier, peut-être pas de croissance, mais d'efficacité extraordinaire. Et après avoir fait cette étude, ce que je pense qui est très important, pour une fonction achat, c'est d'être capable d'identifier les technologies qui vont être intéressantes pour ces questions particulières. Parce qu'en réalité, toutes ces startups, et particulièrement celles qu'on a mis dans le cluster Digital Solutions, elles assemblent des technologies qui existent. Et en fait, la valeur ajoutée, c'est l'assemblage de ces technologies pour un use case bien spécifique. Ce que je vous ai montré, Quid, c'est de la recherche sur des bases de données avec des règles booléennes, donc ça c'est hyper classique. C'est des algorithmes de topic modeling, donc c'est du semantic analysis, alors après il faut être capable de les fine-tuner. C'est un algorithme de visualisation et c'est une interface. Donc ils ont assemblé trois technologies. Et c'est pareil avec le machine learning. Vous voyez, assembler tel algorithme de machine learning avec telle méthode de visualisation de données, etc., pour votre besoin particulier. Et donc je pense que ce qui est très important, et c'est là où est toute la valeur, c'est d'identifier une start-up qui a développé une technologie et d'avoir un partenariat spécifique avec elle.
et de co-développer avec elle ou lui demander de développer pour vous une application spécifique où vous allez rajouter tac tac 2-3 technologies spécifiques, de la visualisation, un outil de business intelligence, et vous allez avoir votre solution rien que pour vous qui va vous répondre à vos besoins. Donc comme il ne reste pas beaucoup de temps, je vais passer directement sur celui que je préfère. Voilà. Celui-ci, c'est Digital Solutions. Donc on a distingué quatre sous-clusters. Intelligence artificielle, donc c'est des startups, achats, qui utilisent des algorithmes de machine learning, principalement faciliter le job du category manager, et donc de classifier, de nettoyer un paquet de données pour recréer une span cube, allez, presque comme ça, presque en cliquant des doigts. Alors ça a de l'intérêt pour une entreprise de taille, de grosse taille, avec plein de RP, partout, ou surtout pour les achats indirects, vous allez libeller, les choses sont libérées de façon différente. Donc l'algorithme, en fait, et je les ai vus fonctionner, certains, permet de faire cette classification quasi automatique, et fonctionne par défaut, c'est-à-dire fait un premier run, il est classifié sur une taxonomie que vous allez avoir définie, donc soit cette la vôtre, ou cette technique, par exemple. Et puis après, il va dire, voilà, j'ai X% de résultats qui sont avec une probabilité assez faible que ça soit juste. Regardez. Et donc là, il vous sort un échantillon. Et votre acheteur, et là, il redevient expert, parcourt cet échantillon. Et donc, il n'y a pas qu'il m'a dit, ok, là, ça va là, là, ça va là, ça va là, là, ça va là. Il a juste besoin de travailler sur 1% de ce 30%. Et après, deuxième tour, etc. par itération. Et à la fin, vous avez donc il apprend, c'est de machine learning, vous avez un truc qui s'est quasiment classifié tout seul. Et vous pouvez le faire quasi en temps réel, c'est envoyer des tâches régulièrement. Donc ça, c'est génial. Puis après, vous pouvez, ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez rajouter des outils de business intelligence, d'autres algorithmes qui, avec des moteurs de règles qui vous font des anomalies, vous enclenchez les cellules derrière. C'est vraiment un potentiel extraordinaire. Big data, c'est assez large. Donc il y a du process mining, il y a du data visualization. Il y a beaucoup de startups qui font, notamment avec des algorithmes d'analyse sémantique et des outils pour crawler le web, crawler des bases de données qui font d'intelligence. Par exemple, si vous voulez capter des signaux faibles sur une base de suppliers, il y a des startups qui proposent ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ne sont pas spécifiquement achats. Donc là, il faudrait les contacter, travailler avec elles, spécifier votre besoin, et là, ils développeraient, pas, mais en majorité, ils le font, puisqu'ils sont en train de se développer, une application rien que pour. RPA, c'est un peu plus... il y a moins de choses dans le RPA, c'est encore... la promesse, il y a un écart entre la promesse et la réalité. En revanche, vous pouvez, par exemple avec WorkFusion, vous pouvez très facilement automatiser vous-même, sans avoir besoin de faire du code, automatiser vous-même quelques opérations administratives, qui est, je reçois un mail de tel fournisseur, j'extrais la pièce, machin, le PDF, je le place dans un autre fichier, et je lance l'algorithme qui va le lire, etc. Donc ça, c'est très, très intéressant, mais aujourd'hui, on n'est pas à la promesse de toute automatisation complète de process. Et puis le blockchain, voilà, il y a pas mal, j'en ai 17, 2014, d'entreprises qui font du blockchain, c'est assez amusant pour plein d'activités, comme par exemple, blockchain, je suis où? À droite. Je ne l'ai pas mise, mais j'en ai une qui s'assure, c'est pour des achats d'art, d'objets d'art, de luxe, qui s'assure de l'identification. Vous avez la même chose sur le noir, etc. Voilà. Et alors, par rapport si je vous montrais les autres, vous voyez, donc là, attends, celui-ci. Vous voyez, il y en a partout. Il y a avant 2010, après 2011. La solution avant 2010, il n'y a personne. Et après 2011, il y a tout le monde. Voilà. Et alors, après, ce que vous pouvez conclure, c'est ceux qui ont été faits avant 2010, c'est ceux qui ont le plus d'expérience. Et peut-être qu'ils ont déjà passé leur étape de Japon en avançant, et c'est peut-être avec son lecture. Voilà. Vous avez... C'est terminé, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup Stéphane. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres, juste avant de passer la parole aux intervenants. Pour répondre aux 3 questions. Philippe Tassonos, Compagnie des Alpes, j'avais une question sur c'est quoi une start-up pour vous? Alors vous avez vu, quelle est la définition de votre start-up? Vous avez une entreprise créée en 2010, toujours start-up? Non. Alors, j'ai une définition assez large. Comme je suis parti de 2001, j'ai regardé toutes les startups qui ont été créées. Donc c'est une entreprise qui a été créée à un moment donné, 2010,
et je les garde dans mon échantillon. Donc par exemple, je vais avoir Coupa, mais Coupa a été créé en 2006. Aujourd'hui, on ne peut plus tellement dire que Coupa est une start-up. D'accord. Je crois que Coupa a fait l'acquisition de 7 ou 8 startups. Donc c'est plutôt une scale-up. D'accord. Mais elle a encore des modes de fonctionnement comme une start-up hyper agile. Et c'est quoi un mode de fonctionnement comme une start-up hyper agile? Enfin, ils vous en parleront. Mais Quentin de Silex, juste quand il est arrivé, il m'a dit on est rentré en contact avec telle start-up et on est en train déjà de créer des choses. Et on s'est parlé, il y a 3 semaines, je lui ai dit tiens, tu devrais regarder, vous devriez regarder cette start-up, elles font des choses similaires à vous. Donc voilà. Donc, c'est une entreprise qui a été créée, qui se crée sur, enfin de mon point de vue, c'est une entreprise qui se crée à un moment donné et sur une offre qui n'existe pas. Et après, elle a les deux évolutions. Soit elle historique comme dans l'univers des achats, comme par exemple, soit elle, entre guillemets, elle continue sa petite vie et c'est plus vraiment une start-up, c'est une PME ou PMI régionale. Donc, si je vous passais toute la base de données pour identifier des startups qui vous intéresseraient, très certainement vous mettriez un filtre à les boîtes qui ont été créées à partir de 2010. Parce que celles qui ont été créées avant 2010, vous travaillez déjà avec. D'accord. Mais dans l'étude qu'on voulait faire pour qu'elle soit suffisamment large et qu'elle nous donne un aperçu global de ce paysage et voir où se trouvaient les innovations et pour faire des comparaisons les unes par rapport aux autres, c'est pour ça que je suis remonté à 2000, date de création à partir de 2000. Voilà. Très bien. Une autre question? Allez-y, hein, n'hésitez pas. Hein, c'est pas... Est-ce que vous avez le sentiment, on a quitté la France, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des gros éditeurs comme Arriva qui développent justement, qui ouvrent un petit peu leur marché aux startups pour pouvoir justement faire des interfaces? Ouais, je pense par exemple, on parle beaucoup mieux que moi. Alors, pour vous répondre, nous on est en train de discuter avec SAP justement pour s'intégrer avec les modules d'Ariba. Donc clairement, c'est devenu une question de survie pour eux en fait. Parce que je pense que dans cet auditoire, tout le monde a envie ou veut travailler ou travaille déjà avec des startups. Et s'ils veulent rester pertinents dans ce nouveau monde, ils sont obligés de s'ouvrir. Donc c'est une vraie réalité. Et il y a l'autre stratégie qui est la stratégie d'acquisition, avec Coupa qui à tour de bras fait des acquisitions et en annonce tous les 3 mois. Donc c'est l'autre stratégie. Mais ils sont obligés en fait d'avoir ça pour assurer en fait la complétude de leur offre et rester compétitifs. Parce qu'en fait, je pense que c'est propre à cet univers, on est sur du software. Donc, toutes les majorités de ces entreprises, elles sont transactionnelles. C'est pas Coupa et les autres, ils ont pris une telle ampleur, c'est qu'en fait, ils sont sur du SAS, ils vendent du software, il y a toujours quelqu'un, une équipe derrière qui travaille sur le user experience pour que ce soit le plus seamless, le plus fluide possible. Alors, donc elles ont été start-up, elles ne le sont plus, donc elles deviennent rigides, c'est un peu plus compliqué. Pour développer une nouvelle solution, il faut le valider, il faut aller voir le chef, machin. Et puis il y a des start-up qui n'ont pas ces questions-là, parce qu'ils sont pas nombreux, et ils ont une super idée, ils vont chercher un algorithme qui existe sur le marché, ils vont l'ajuster pour leurs besoins, et pouf, ils créent quelque chose. Et la start-up ou la scale-up, le Coupa Live, il dit, ah bah tiens, ça me manque et ça pourrait être génial. Et donc par exemple, Coupa est en train de faire ses courses. Il a acheté... Spend 360. Space 360, oui. Qui est, ils sont un peu moins, honnêtement, ils n'ont pas acheté les bons. Ils sont moins en avance que cela, et bon, c'est pour ce qu'ils veulent. Et ce que je voulais dire aussi, vous avez par exemple SAP a monté un fonds d'investissement qui s'appelle SAP.io qui investit, par exemple, voilà. Donc oui, regarde, Merci beaucoup. Alors, c'est la bonne transition pour que Pierre, M. Gourmelon, Jean-Paul et puis Quentin, vous puissiez venir ici pour la séance de partage en fait. Allez-y. Ce que je vous propose peut-être en introduction, c'est que vous présentiez rapidement, allez-y, hein, vous présentiez rapidement vos sociétés en 2-3 minutes. On a fait une jolie fiche pour chacun d'entre vous. Donc voilà. Donc on a commencé par la moins marketing. L'Oréal, c'est une société de cosmétiques. En fait, c'est le leader en cosmétiques. C'est une société qui a à peu près 5 ans d'âge et qui fait maintenant 26 milliards de chiffre d'affaires, donc une toute petite entreprise comparée à Service Achat qui est à mes côtés, mais qui est leader dans son marché. Qu'est-ce qui pourrait caractériser, enfin, au niveau des achats,
c'est peut-être la structure financière qu'il faut comprendre, j'en parlais, c'est-à-dire que la marge brute est quand même à 70%. Donc ce sont des dépenses qui sont essentiellement importantes en SG&A, en PPP, en pub, promo, PLV. Et puis c'est une société également qui est tournée vers l'innovation avec beaucoup d'attentes dans un marché qui se transforme énormément, puisque maintenant les femmes ne vont plus acheter leur maquillage en grande surface, mais dans d'autres systèmes de distribution, et donc les canaux de distribution se renouvellent énormément. Le service achat, moi je suis patron des achats indirects du groupe, donc sous la direction de Régine Lucas, qui gère l'ensemble des achats du groupe. Et les achats indirects représentent une dépense entre 5 et 6 milliards d'euros. À peu près, vous avez, allez, c'est pas tout à fait juste, mais on va dire un tiers de dépenses marketing, un tiers de dépenses pub, promo, PLV, et un gros tiers, de plutôt 40% de dépenses généralistes, génie SG&A, etc., et y compris supply chain. Ce que je ne couvre pas encore, on en fait un petit peu, on fait un peu de maverick buying, on va dire, c'est tout ce qui est l'achat d'espace média, qui est un achat également stratégique pour le groupe L'Oréal, puisque le groupe L'Oréal fait partie des plus grands annonceurs mondiaux en termes de médias. Voilà. Jean-Paul, merci beaucoup. Olivier, pour Siemens. Oui, avant de parler de Siemens, je voudrais vous remercier pour l'étude, j'ai trouvé bien. J'ai reconnu quelques entreprises que j'utilise, puis d'autres que peut-être j'utiliserai plus tard. Donc Siemens, c'est un groupe de environ 370 000 personnes dans le monde, dans 170 pays, trois métiers, l'électrification, l'automatisation et la digitalisation. Donc on est dans ce métier-là, au travers de 8 divisions, quelques-unes que vous connaissez peut-être, dans l'automatisation industrielle, ce qu'on appelle Digital Factory, la mobilité avec les trains, les métros automatiques, tout ce qui est énergie centrale électrique, mais également éolienne, offshore et onshore, building automation, tout ce qui concerne le bâtiment, l'optimisation du bâtiment, la sécurité, le confort, l'incendie. Nous avons aussi des activités dans la santé, tout ce qui est in vivo et in vitro, leader mondial aussi, donc tout ce qui est IRM, scanner, mammographe, et puis les analyses sanguines, les analyses d'urine, les automates qui les font, pour présenter quelques activités. Au niveau achat, c'est à peu près la moitié du chiffre d'affaires du groupe, 40 milliards d'euros par an. Les achats indirects représentent à peu près, ou communs si vous voulez, représentent à peu près 10 milliards d'euros. Ce qui vous intéressera peut-être sur mon activité, c'est que je dirige les achats niveau groupe en France et sur quelques pays autour de la France, toutes divisions confondues. Ce qui est intéressant peut-être aujourd'hui, c'est que je suis très passionné par le digital, donc je pense que c'est pour ça que vous m'avez invité. Tout à fait. Et je contribue à un groupe qui, au niveau mondial, travaille sur ces sujets, pas tout seul, parce que nous avons quand même 7000 personnes qui travaillent dans les achats chez Siemens, dans le monde entier. Et on travaille beaucoup sur ces sujets, beaucoup. Et tant sur la partie purchase to pay, je pense que tout le monde comprend, que sur la partie sourcing et intelligence artificielle. Très bien. On le verra après sur quelques exemples concrets. Parfait. Ensuite, après, donc Silex. Merci Avec Quentin. J'en profite également pour vous féliciter. C'est vrai que l'étude était très intéressante. Et donc merci de nous avoir invités. Donc en effet, nous on est une jeune société. On est bien positionné sur le digital. On se reconnaît bien dans la famille. Et nous on a fondé la société en 2014. Aujourd'hui on est une de personnes entre Paris et Sophia Antipolis, où on a la chance de travailler avec un laboratoire de recherche qui s'appelle I3S, qui est le leader en France sur les sujets référent en France sur les sujets de web sémantique et d'analyse sémantique, donc d'intelligence artificielle, qui nous permet de développer les meilleures technologies, du moins de nous baser sur le meilleur de l'existant pour éviter de refaire et de retraiter des sujets qui sont particulièrement complexes, et par contre d'aller plus loin sur certains domaines, en particulier liés aux achats. Et donc, afin d'être le plus efficace possible. Alors donc, on parle ici de deux sujets principaux, le web sémantique, l'analyse sémantique et donc le machine learning, qui sont donc
de technologies de pointe qu'on essaye de ramener dans vos usages. Je vais ajouter deux autres sujets qui font aussi notre quotidien. Le premier, c'est l'open data. On agrège un grand nombre de sources de données, à peu près une vingtaine de sources de données open, qui nous permettent d'avoir une parfaite connaissance du fournisseur. Ça permet à partir d'un simple numéro SIRET, de digitaliser un environnement et d'avoir accès à un faisceau d'informations considérable sur le fournisseur. Donc c'est vrai que pour les équipes achats, c'est toujours un petit effet, parce que voilà, vous ajoutez juste un numéro SIRET et puis tout de suite, ça vous génère un environnement, une connaissance complète du fournisseur. À ça, on va aussi chercher à ajouter les informations que vous avez vous-même sur ces fournisseurs. Ça permet de capitaliser sur toutes les informations que vous accumulez lors des phases de sourcing sur les sociétés que vous analysez. Donc voilà pour l'open data. Il faut savoir que l'open data, c'est disponible en France. On est relativement avancé, mais également dans 170 pays dans le monde. L'enjeu maintenant pour nous étant de passer d'un périmètre français, parce que l'analyse sémantique, ça fonctionne plutôt par langue que par pays, donc d'un périmètre franco-français, un périmètre international. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment, et c'est un volume de données considérable, une complexité considérable. Et puis un dernier sujet, vous en avez parlé tout à l'heure, le sujet de coller à l'expérience utilisateur, puisqu'en effet, nous, on vient digitaliser des choses qui sont aujourd'hui réalisées, si je peux me permettre, de manière relativement archaïque sur la partie sourcing, et plutôt non digitalisée. On démarre très tôt, on a une définition très large du sourcing, puisqu'on démarre dès la collecte du besoin auprès du prescripteur, du client interne. L'idée étant de parfaitement comprendre, formuler et faire évoluer ce besoin avant de rentrer dans une phase d'identification des fournisseurs qui seraient susceptibles de pouvoir y répondre. Et donc, tout ce process-là, en amont du procure to pay, donc sur la partie sourcing, il y a encore des forts enjeux, et c'est très important pour nous que l'expérience colle parfaitement aux besoins à votre besoin des acheteurs, pour faire en sorte qu'on ait l'adoption la plus simple et la plus rapide possible, puisque l'outil Silex est disponible en SaaS, donc il n'y a plus d'intégration. Vous vous équipez très facilement de la solution, le tout surtout étant derrière de l'adopter. C'est pas tout d'acheter une solution. Si vous ne l'utilisez pas, vous risquez de ne pas reconduire votre collaboration avec nous sur l'année suivante. Donc pour ça, on travaille énormément sur les parcours utilisateurs, et donc ces fameux, voilà, on parle d'un fonctionnement chez nous en mode workflow. Merci, donc voilà. Quentin. Merci Quentin. C'est super. Et ensuite après, Pierre pour Perangusta. Bonjour à tous, donc je suis Pierre Lapré, je suis le fondateur de Perangusta. Alors nous, on existe depuis 2012. La solution existe depuis un peu plus longtemps, vu que moi je suis un ancien directeur achat, et j'ai créé la solution qui me permettait de répondre à mes besoins. On avait des acheteurs répartis dans 17 pays, et on était une fonction achat pas très mûre et qui avait une crédibilité que je qualifierais de modérée. Donc on a mis en place tout un ensemble de pratiques pour savoir ce qu'on allait faire, dire ce qu'on allait faire ce qu'on disait, et ajouter du lien et expliquer en gros déjà à notre CFO, mais plus généralement à tous nos clients internes, ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait et quelle contribution ça avait. Évidemment, comme je pense au moins 90% d'entre vous, tout ça se passait dans Excel, avec toutes les problématiques qu'on peut imaginer. Problématiques de robustesse, de partage, de capitalisation. Donc un jour, j'ai fini par développer une solution. On l'a testée pendant 1 an chez Adecco, où je travaillais, et on a fait un spin-off. Donc ça, je pense qu'on pourra peut-être en reparler tout à l'heure. Ces questions de spin-off, d'intrapreneuriat, c'est aussi des choses qui sont intéressantes dans le monde actuel. Donc j'ai créé Perangusta en 2012. Première partie de la vie de l'entreprise d'incubation. On était dans un incubateur public qui s'appelle Crealis. Et on commence réellement à se développer depuis un peu moins de 3 ans. On s'occupe, alors on n'est clairement pas sur la robotisation, l'intelligence artificielle, parce qu'on pense que c'est des aides à l'acheteur. Nous, on veut donner des outils qui vont permettre de recréer du lien. Recréer du lien entre le management achat et les acheteurs, entre les acheteurs entre eux, et surtout entre la communauté achat et le reste de l'organisation. Et puis à terme, un peu plus les fournisseurs. Donc j'imagine que vous avez tous un fichier Excel avec une liste de projets, des objectifs de gains et un suivi qui est plus ou moins bien structuré ou sécurisé. Nous, on remplace ça. Et au-delà de la question de reporting, en fait, on cherche à amener du sens dans tout ça. On non plus aux acheteurs de nous donner des chiffres d'économie parce que
ça intéresse le CFO, c'est important, c'est un bon point de mesure. En revanche, ce qui est important, c'est tout le process qu'il y a avant. C'est comment on planifie ce qu'on va faire, comment on organise l'activité des acheteurs, comment on interagit avec nos clients internes, avec nos fournisseurs, comment parfois on peut sortir sur un outil de e-sourcing pour automatiser le processus, la transaction appel d'offres. Mais la clé, c'est ça, c'est d'amener de la cohésion, d'amener de la robustesse dans ce processus qui est du pilotage. On en parlait tout à l'heure. Là, on discute en ce moment avec SAP pour s'intégrer avec Ariba. On s'intègre avec des gens qui étaient sur les slides d'Atim qui font de l'intelligence artificielle pour analyser les données. On travaille avec des gens comme iAttestation ou Provigis, avec Ecovadis. Donc en fait, ce qui est formidable dans le monde dans lequel on vit, c'est que toutes ces sources de données extrêmement spécialisées, elles sont accessibles. Et du coup, on va commencer à servir de cockpit pour l'acheteur pour qu'il puisse avoir accès à la bonne information. Peut-être qu'on pourra discuter avec Quentin de Silex, clairement. Mais aujourd'hui, la clé, elle est là pour nous et ce qui ouvre un champ des possibles absolument colossal. On s'intègre avec Coupa. Super. Merci beaucoup pour la présentation. Alors peut-être ce que je vous propose, c'est déjà passer la parole à Jean-Paul et Olivier pour déjà expliquer 2 ou 3 expériences concrètes, alors, on va dire 1 ou 2, avec des startups achats que vous avez déjà mis en place. Et ensuite, après, dans un deuxième temps, on fera un peu retour d'expérience sur comment ça s'est passé. Et puis on aura un regard croisé en fait avec Quentin et Pierre sur la relation start-up achat et puis entreprise achat qui est passionnante mais pas forcément facile tous les jours. Donc je ne sais pas, Jean-Paul ou Olivier. Comme vous voulez. Jean-Paul. Merci. Bon, alors expérience, oui, dans ce carré, dans ce rectangle-là, donc sur la partie Big Data, il y a une entreprise que j'utilise, qui est utilisée au niveau mondial, parce que je pense qu'au niveau des startups, il faut penser tout de suite niveau mondial, dans le domaine des achats. Nous utilisons cette entreprise pour faire le data mining, et c'est très très utile sur le P2P. Bon, je pense que ça parle à tout le monde ici. Regardez notre process, nous on a SAP partout dans le monde, des SAP. Hein. Et donc, on a une montagne de data. Et donc, on utilise cette entreprise pour faire parler les chiffres et surtout visualiser les flux. Et ce n'est pas uniquement que visualiser ce qui se passe dans notre supply chain qui est intéressant, c'est d'agir dessus. Et ça, c'est formidable parce qu'on voit tout de suite où il faut agir. Les goulots d'étranglement, là où il y a des rework, comme on dit, où il y a des temps très longs entre une validation de commande enfin une demande d'achat et une validation de commande. Or, évidemment, tout ce qu'on fait, c'est pour le client. Et le client, il veut avoir sa marchandise le plus tôt possible, il veut que les projets soient exécutés le plus vite possible. Donc là, il y a une start-up qui nous a bien aidés, et tout le monde, parce que la partie start-up, c'est intéressant, mais aussi comment on peut, nous, interagir avec. Et je peux vous dire que dans tous les pays du monde, il y a des dizaines d'individus qui utilisent cette entreprise, ce qu'elle a produit, pour améliorer le processus, diminuer le temps, réduire le coût, et c'est un précurseur d'automatisation. Donc il y a un coup double, hein, c'est qu'on améliore le process, on va beaucoup plus vite, on sait exactement ce qui se passe, on le voit visuellement, on peut comparer avec les voisins, et c'est une amélioration continue du process, parfois avec des ruptures qui permettent de voir que, par exemple, pourquoi est-ce qu'on a 2 ou 3 validations pour 5 000 €, et pourquoi on n'aurait pas 2, ça suffirait, etc. Moins de signatures, tout le monde connaît ça, pour ceux qui connaissent les grandes entreprises. Donc, vraiment un beau positionnement, un algorithme assez puissant, tout à fait similaire probablement à ce que font d'autres startups ici. Et ça nous a bien aidé. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, si ça vous intéresse, vous voulez un deuxième exemple? Bon. Je me fais... Quel était le nom de la start-up? Elle est marquée là. En fait, ça s'appelle la gestion de la confidentialité à l'allemande. Alors, le deuxième, non, c'est pas du tout, c'est un petit jeu, c'est tout. La fiabilisation des données d'achat. Alors, en fait, le problème des datas, même quand on en a une montagne, c'est qu'on n'est pas sûr qu'elle soit fiable à 100%. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit, je pense que c'est vous,
Et encore une fois, j'ai vu la start-up que j'utilise, que nous utilisons au niveau groupe, que venons tout juste de référencer, mais enfin, on utilisait déjà des algorithmes similaires, c'est fiabilisation des données. Quand je reçois les directeurs, quand je participe à des réunions de directeurs des achats, on se gratte tous la tête. Genre, si je savais la qualité de mes données, mais je sais qu'elle n'est pas très bonne. Or, il existe aujourd'hui des logiciels, des algorithmes qui font très bien ça pour nous. Là, on est à calculer que, par exemple, si on était à un niveau 80, on est passé à 98%. Bon, tout le monde sait, par exemple, sur des datas où vous avez, comme chez nous, des milliers de gens qui interviennent sur le système dans plein d'usines ou de pays. La nomenclature des achats, c'est 3000. 3000 articles chez nous. Il y a quand même 40 milliards d'euros. Hein. Bon, savoir qu'en faisant tourner un algorithme puissant, on arrive à un niveau tel que le big data, bon, parce que c'est beaucoup de données quand même, devient fiable, c'est génial. C'est génial. J'adore ça. Et quelque part, c'est tellement pénible pour tout le monde. Vous savez, ça fait, bon, je ne vais pas dire le mot, tout le monde en a marre d'avoir des données qui ne sont pas parfaitement exactes. Pourquoi? Parce que si vous faites tourner quelque chose, si vous faites tourner une Rolls ou une Ferrari sur une route de montagne, un sentier, ça risque de pas être terrible. Donc là, c'est une deuxième expérience qui est vraiment très intéressante. J'adore ce genre de truc parce que c'est l'intelligence à l'état pur qui nous fait gagner beaucoup de temps et la confiance. Et en troisième, j'ai une autre société que nous utilisons au niveau mondial, qui est, je crois, une anglaise que je n'ai pas vue, j'étais étonné. On utilise beaucoup ces systèmes pour robotiser. Bon, dans nos grosses organisations, on a souvent des endroits dans le monde, vous savez, où on fait du transactionnel. On a groupé le transactionnel, on a gardé ce qui est la partie intelligente et la partie décisionnelle. La partie transactionnelle a été regroupée dans des endroits dans le monde. Mais la robotisation, qui est préfigurée par le travail qu'on fait sur le big data et le travail sur les processus mining, sur le process mining, nous permet de robotiser de plus en plus fort. Et donc là, il y a des gens qui ont travaillé sur la robotisation d'étapes du process supply chain. C'est pas très compliqué. Et ça marche bien, parce qu'il y a pas mal de vos confrères qui ici sont essayés, et les retours sont moyens, avec des difficultés sur la capacité à utiliser le RPA. Alors, les acteurs de la banque sont avancés sur d'autres parties du process, et ils l'ont testé aussi dans les achats. Mais en synthèse, nous, lorsqu'on parle sur ceux qui ont expérimenté ça, alors il y a Vodafone Company qui est très avancé, les retours sont quand même moyens. Quel a été le vôtre là-dessus? Je ne sais pas pourquoi Vodafone a des problèmes ou les trouve moyens. Je pense que c'est long quand même. C'est long parce que si vous avez bien travaillé sur la standardisation, c'est moins long. D'accord? Mais nous, on n'est pas déçus. Mais on pense qu'on a beaucoup de choses. Hein. On n'est pas à la fin, loin de là. Hein. Mais ce qui peut être, comment dirais-je, ce qui peut laisser à penser, c'est qu'on a quand même une très forte partie de la supply chain automatisable. Ou Christophe, sur le RPA, votre retour d'expérience? On est en phase d'apprentissage, mais effectivement, enfin, je partage ce qui a été dit tout à l'heure sur la promesse. Je pense qu'il y a une promesse qui est assez élevée, et le chemin pour atteindre ce niveau de performance, on va dire, est plus compliqué et plus long que ce qu'on peut imaginer au démarrage. Donc ça, il y a ce premier décalage. Le deuxième décalage, ça rejoint ce que vous venez de dire sur la standardisation, c'est-à-dire qu'on ne robotise pas un process qui était manuel. Il faut le penser robotiser, et alors on va pouvoir le robotiser. D'accord. Donc il y a une refonte du process avant, en fait, au préalable. Pourquoi? Parce que tout simplement le robot, il a une sensibilité aux variations qui est beaucoup plus importante qu'un homme. Donc très vite, ça devient une anomalie et ça le bloque. D'accord. Tout simplement. Très clair. Merci Olivier pour ces 3 exemples. Jean-Paul? Alors les expériences, en fait, c'est assez intéressant dans votre étude puisqu'on on suit un petit peu dans la progression, vous savez, le procurement, et puis ensuite le marketplace, et ensuite plutôt l'intelligence. Finalement, en revoyant votre étude, je me suis dit c'est assez marrant puisqu'on a suivi le même parcours.
La première start-up auquel je pense, c'était bien sûr l'essai de Booking Tool au niveau des voyages, puisque le voyage a été un endroit où le monde de la start-up a commencé assez fort. Et donc, c'est quelqu'un que l'on a accompagné lorsqu'ils étaient en cours de... Enfin, ils avaient déjà 4-5 ans d'âge lorsqu'on a travaillé avec eux. Ça a été une aventure, je dois dire, aussi bien forte interne qu'externe. Juste pour vous donner le contexte de L'Oréal, ne serait-ce que sur la... Comme nous sommes une société qui a été construite avec plusieurs acquisitions, sur la place de Paris, rien que sur la place de Paris, nous avons 14 établissements comptables différents. Et donc, quand vous êtes sur un self-booking tool, il faut se connecter à chacun des établissements comptables. Et puis, nous avons chez L'Oréal des gens, on va dire des gens du marketing qui sont un peu des stars. Et les faire rentrer dans un self-booking tool, ça leur semblait quelque chose d'absolument impossible. Et donc, ça a été beaucoup d'abnégation de part et d'autre. Et je dois dire que pour les aider à rentrer vraiment chez nous, nous avons, nous, L'Oréal, dépensé des providers externes qui ont aidé la société qui était encore petite à se connecter à L'Oréal. Ça a été donc une longue aventure, ce qui est d'ailleurs pour moi me montre que la marketplace pour demain, c'est aussi également une aventure, toujours par cette difficulté de connexion aux différents mondes comptables et les différentes sociétés que constitue le groupe L'Oréal. Et alors, quand je parle au niveau mondial, c'est encore plus fun, puisqu'on a encore 17 SAP différents, avec chacune leur logique, leur classification fournisseurs différentes, et parfois des classifications fournisseurs même qui sont différentes d'un pays à l'autre. Donc vous voyez, on a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Bon, ça c'était la première expérience. Ce qui est passionnant, bien sûr, d'être avec une start-up, c'est qu'on est dans du co-développement. Et ça, je comprends, ça c'est passionnant parce qu'on leur donne des idées utilisateurs et on a en face des gens qui ont la flexibilité de nous écouter. Alors que quand on donne des idées à un SAP ou à un Ariba, c'est beaucoup moins fun. En tout cas, beaucoup moins réactif. D'accord ? Ça doit être escaladé, ça doit passer des commissions, des machins, ça redescend. Non, c'est pas ce coup-ci. Alors on est obligé de passer par d'autres boîtes, des Oliver Wyman, des Accenture pour faire pression, pour essayer d'avoir le petit bip-bip en plus dans le truc. Alors c'est sûr qu'avec un self-booking tool et une start-up, craque une idée, on démarre, on fait des tests, des bêta-solutions, on démarre tout de suite. C'est ça qui est passionnant, je trouve, dans le monde de la start-up, il y a une vraie écoute et une co-construction, on est dans du coworking, si j'ose dire. Donc c'était la première, c'était donc celle-ci. Ensuite, je pense, dans un deuxième temps, et là c'est vraiment un projet sur lequel on est en cours, c'est tout ce qui est IT Services, c'est de la connexion entre les freelances spécialistes de l'IT, qui sont des analystes, ce genre de choses, et nous, les services que l'on prend en interne en entreprise. À peu près 60% de l'IT, des populations IT chez L'Oréal et des populations externes. Et aujourd'hui, on prend des master vendeurs ou des providers qui ont chacun leur pool de freelancers, enfin de freelancers, on va dire. Et on a cet intermédiaire-là. Et la qualité des gens que l'on peut scouter va dépendre, bien sûr, de la qualité de la marketplace que l'on va utiliser. Et comme c'est un monde en pleine évolution, on se dit que finalement, on pourrait très bien faire fi de ces gens-là en trouvant des marketplaces sur l'IT Services au niveau de nos sourcing desks. Et donc, c'est quelque chose que l'on travaille aujourd'hui. Après, bien sûr, ce que je disais, là, c'est vraiment dans le système achat. Après, on a d'autres expériences avec des startups que l'on propose également à nos stakeholders internes. Mais là, c'est une aventure, c'est une autre histoire, c'est une aventure beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, on va dire que je suis plutôt dans la deuxième mouvance. Donc vous voyez, finalement, ça me titille un peu parce que je me dis, finalement, chez nous, on a toujours 5 ans de retard. Parce que on est 5 ans après dans le providing, maintenant on est 5 ans dans le marketplace. J'espère qu'on ne va pas attendre 5 ans pour être dans le data mining et le data analyst. Voilà. Merci Jean-Paul. Alors peut-être que je vais passer la parole à Quentin et à Pierre pour vous partagiez un peu votre expérience de travail avec vos clients, sachant que vous avez tous les deux à la fois des grands comptes et puis des entreprises ou des municipalités ou autres qui sont de taille beaucoup plus petite. Voilà, ce serait intéressant d'avoir votre retour pour savoir comment tirer le meilleur d'une start-up dans les achats. Okay. Pierre, peut-être. Alors, moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que j'ai été directeur achat, donc des appels d'offres, j'en ai écrit, des fournisseurs, j'en ai sélectionné. Maintenant, je suis de l'autre côté de la table. Et pour le coup, je vais le dire de manière un peu brutale, je
je vois les travers que j'ai pu avoir en tant que directeur achat. Ce que je dis souvent, c'est qu'il faut commencer par essayer d'aligner des échelles de temps. C'est que quand on peut mettre 6 à 12 mois pour signer avec un client, parfois 2 ans, la start-up, elle a le temps, si c'est une vraie start-up, elle a le temps de mourir 6 à 12 fois pendant le même temps. Donc, ayez ça en tête, c'est compliqué parce qu'il faut aussi réussir à mobiliser son organisation, parce qu'on parlait des multiples niveaux de décision, de validation. Donc, aujourd'hui, je pense que si les grands groupes veulent travailler avec des startups, il n'y a plus aucun problème de sourcing. Les startups, vous les identifiez, vous savez les trouver. Il y a les hackathons, les concours d'innovation, il y a des études comme celle-là. Vous les identifiez. Je pense que le prochain travail, il est sur comment on passe à l'acte. Comment on fait en sorte qu'en moins d'1 an, on arrive à signer avec une start-up. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps le patron achat d'une très grosse entreprise française qui disait en fait, on a intégré la notion de risque. Et c'est pas qu'on l'a intégré en mettant des grilles de scoring de 400 lignes et en faisant passer par 17 personnes pour passer. C'est on sait qu'on y va et qu'on peut se planter. Et on l'accepte. Alors, dans mon passé, j'ai eu la chance d'être devant le comité exécutif de Bouygues Télécom. Et je leur ai dit, quand vous voulez essayer quelque chose, si vous vous plantez 5 fois, ça sera bien, parce que la 6e, vous allez réussir. Mais il faut accepter de se planter les 5 fois avant. Donc, un des enjeux clés, c'est ça, c'est passer d'une aversion au risque à une tolérance et pourquoi pas à une appétence au risque. Vous allez vous planter. Vous voyez, je pense qu'il faut voir la start-up comme un stagiaire. Le stagiaire, vous n'allez pas le recruter comme vous allez recruter un directeur ou un manager. Vous allez le faire plus vite. Vous savez que vous allez y passer du temps. Vous savez que vous allez probablement avoir des difficultés. En revanche, quand ça marche bien, c'est génial. Et ce stagiaire, vous allez l'embaucher. Ça va devenir quelqu'un d'essentiel. Je pense qu'il faut voir la start-up comme ça. Peut-être abaisser les critères et le process de sélection. Faire confiance à son instinct et puis y aller et ajuster. Ça va prendre du temps, ça ne va pas toujours marcher, mais il faut essayer. Et petite anecdote sur le travers systématique de négociation de prix. Je l'ai fait, alors. On a ça dans le sang. On a ça dans le sang. Mais il y a quelques analogies qui m'ont marqué, moi. Ah bon? Sur les 3 000 euros. Ah oui, enfin, on a des clients, en général, ce qu'on vend, ça peut être entre 15 et 25 000 euros par an. Et un jour, on a un client qui nous dit, non, en fait, il faut nous enlever 3 4 000 euros. Alors, je dis plein de choses pour mettre des repères, mais le premier, c'est que je n'ai pas d'actionnaire. Je n'ai pas de commerciaux à qui je dois payer des séminaires aux Bahamas. En revanche, j'ai des gens à payer et c'est une question de survie. Au début, c'est une question de survie. L'autre chose, c'est qu'il faut se dire que chaque euro que vous donnez à la start-up, vous allez le récupérer 5 ou 6 fois parce que quand on peut embaucher un développeur, ça permet d'aller plus vite sur le produit, de l'améliorer, de le développer. Donc, vous voyez ça plus comme un investissement que comme une charge. Et l'autre chose, c'est que ce prospect qui est devenu client, qui m'a demandé 3 000 euros, je lui dis, OK, 3 000 euros, c'est 1 mois de salaire d'un développeur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça représenterait, c'était une boîte qui faisait plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. On n'était même pas dans l'épaisseur du trait. Le temps qu'on passait à en parler, il était gaspillé. Donc, gardez ça en tête. C'est des questions d'échelle. Alors, c'est quelque chose que je dis souvent, les échelles de temps, ce qu'on disait sur les process de décision. Les échelles de montant. Une start-up, 3 000 euros, c'est 1 mois de salaire d'une personne. Pour vous, c'est probablement rien du tout. C'est probablement une semaine de taxi sur votre service. Et le dernier, c'est une échelle de complexité. Et pareil, j'ai été coupable de ça, des RFP avec 400 lignes dans un fichier Excel, où de toute façon, vous n'avez aucune idée de ce que va répondre l'entreprise. Et puis de toute façon, au final, c'est jamais exprimé comme il faut. C'est pas très contributif. Engagez-vous dans un dialogue. C'est vrai pour vos besoins, c'est vrai pour la sécurité informatique. Voilà. Il y a plein d'échelles et de notions à aligner entre le temps, la durée et la complexité. Merci beaucoup, Pierre. Quentin, l'expérience. Le point, absolument. Nous, on a eu, dans notre cas, on a eu la chance d'avoir très tôt un grand groupe qui est ici, présent, Magali d'Air France. Voilà, le groupe Air France, absolument, qui nous a fait confiance très tôt. Ça a permis très clairement d'élever le produit à un autre niveau. Ça nous a aussi permis, ça nous a donné aussi des perspectives, des perspectives produits qu'on allait devoir prendre en considération parce qu'on n'était pas capable forcément de les intégrer tout de suite. Par contre, ça nous a permis de très bien comprendre quel était le besoin pour un groupe d'une telle envergure.
Voilà, après, je pense que de toute manière, ça reste en effet une décision d'un homme, d'une ou plusieurs personnes. Donc ça doit être avant tout voilà, une volonté du groupe, une volonté stratégique du groupe que de s'engager vers des alliances avec des startups, en particulier sur des sujets techno. Donc voilà, c'est vrai que nous on a l'agilité, vous avez les idées et les besoins. Donc après, on sait s'adapter, le tout étant de réussir à le faire sur un modèle assez agile pour pas que ce soit trop contraignant pour nous. Voilà, après depuis en effet quelques temps, on a la chance nous d'avoir sur le sourcing un cadre réglementaire qui est plutôt favorable puisque la pratique a été encadrée pour les acteurs publics, a été encadrée récemment avec la loi Sapin 2, si bien que ça amène un certain confort pour ces acteurs, ça leur donne aussi envie d'aller tout de suite très loin dans les travaux qui réalisent avec nous. On fait des choses très intéressantes avec les acteurs publics, alors que comme ça on pourrait se dire que c'est peut-être plus compliqué de travailler aussi avec des très gros, je montrais la ville de Meudon tout à l'heure, mais c'est aussi des beaucoup plus gros acteurs, comme par exemple la DAE, qui a une très grosse équipe achat, qui ont fait des choses très intéressantes. Et donc voilà, ça reste, il faut, je pense, la combinaison de pas mal de choses, et parfois c'est même le cadre réglementaire, en effet, qui nous aide à déployer plus rapidement au sein de structures qui sont aujourd'hui dépourvues d'outils. Merci. Et peut-être Magali en regard croisé avec le... Au démarrage, en disant de toute façon on y va, on verra ce qu'on y perd ou pas, j'en sais rien, ce qu'on y gagnera. Et puis voilà, on a mis à disposition 6 acheteurs qui ont testé le produit, qui ont fait évoluer, donc l'équipe a été très réactive, très agile dans sa façon de faire, un peu à bousculer aussi les process internes. Chez nous, voilà, c'est hyper cadré, etc. Et puis finalement, Silex, dans le périmètre international, qui est une vraie opportunité, parce qu'on est quand même joint, donc voilà, le modèle hollandais, il faut l'intégrer dans nos bases de données. Et d'où ma question aussi avec l'agilité vis-à-vis des grands ERP comme Ariba et SAP, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a un super truc qui est standalone, et donc il faut qu'on arrive à faire des liens, et avec notamment aussi la volonté de la plateforme de consultation des fournisseurs qui permet de dire pour un acheteur, j'ai un cockpit où je me dis, voilà, j'ai un fournisseur, j'ai un numéro de DUNS, etc., j'ai tout qui arrive sur la plateforme. Donc voilà, c'est une co-construction. D'accord. Je pense que cette question d'agilité, de stand-alone versus intégré, l'agilité, elle commence aussi par se dire, il faut peut-être commencer en situation, enfin, il ne faut pas viser tout de suite la solution cible, la solution nominale, et peut-être commencer à se dire, c'est stand-alone dans l'immédiat. Ça va vous permettre de vous caler, ça va vous permettre surtout de défendre un business case. C'est stand-alone, ça marche déjà très bien, on a ces résultats-là. Du coup, la difficulté qui consiste à s'intégrer, c'est plus la même, parce que vous avez une conviction forte de la valeur que ça va apporter, et la discussion de comment est-ce qu'on tord le bras à Ariba pour créer cette intégration, elle s'aborde de manière un peu différente. Donc, il y a une énorme valeur à l'expérimentation, je pense. Bien sûr. Et c'est peut-être ça, nous, que modestement, on peut vous amener comme start-up. Ça ne va pas vous coûter grand-chose, ça va peut-être vous demander un peu de temps, mais au moins vous aurez une idée et vous n'aurez pas mis un projet pharaonique en place de 18 mois pour arriver tout de suite à la solution cible. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que je pense plus qu'aller chercher, à tout de suite identifier un résultat potentiel. Je pense qu'il faut mieux se concentrer sur cette expérimentation et ce qu'elle peut apporter. Le résultat chiffré, le ROI, il peut être très important. Mais je ne pense pas que ça doit être une ambition dès le démarrage à très court terme, même si bien évidemment on doit avoir en tête la volonté de générer du résultat derrière. Généralement les résultats ils sont très bons, peut-être encore supérieurs à ce que vous pourriez attendre, le tout étant avant déjà de maximiser l'expérimentation et de faire en sorte qu'on puisse déployer au maximum l'outil pour venir répondre à un certain nombre de besoins d'usage en termes d'usage. Et derrière, en effet, une fois que le produit est quelque part industrialisé, testé, là, à ce moment-là, on peut calculer tous les ROI. C'est bien pour ça aussi qu'on cherche à faire de ces expérimentations des projets les moins coûteux possibles. Je pense que c'est vraiment la théorie des petits pas, et moi je trouve que le contact avec les startups nous a permis un peu de commencer à nous transformer. Alors justement, c'est une bonne transition. Par rapport à vos organisations achats, est-ce que vous avez, pour identifier ces startups et puis faire ces POC ou autres,
dédier une petite cellule dans vos structures pour le faire, ou est-ce que c'est chacun des catégories managers et des acheteurs qui le fait, et est-ce que vous les poussez à aller aussi dans ce sens-là? Parce que parfois, faut être honnête, hein, certains acheteurs n'ont pas forcément ce code génétique, cette curiosité, et donc comment développer et tirer vos équipes vers le haut pour les rendre plus digitales. Alors évidemment vis-à-vis de vos clients internes lorsqu'il y a des besoins de start-up, mais aussi vis-à-vis du propre fonctionnement des achats. Parce que parfois les cordonniers sont les plus mal chaussés et on aide les business partners à trouver des start-up, mais pas forcément au même niveau pour ce qui est du fonctionnement des achats. Olivier? Non. Sur les startups, en manière générale, oui, mais pas sur les startups achats. Il n'y a pas de démarche, à ma connaissance, structurée pour chercher. Et est-ce que vous poussez vos acheteurs quand même à finalement à développer leur curiosité, essayer d'identifier des projets ou, Alors oui. Comment ça se fait? Oui, on a chez nous justement vous avez dit, madame, la transformation, c'est très important. En fait, tous les acheteurs doivent être conscients qu'on ne peut plus travailler aujourd'hui comme on travaillait hier. Donc il y a une logique de leadership digital chez nous et de prototypage. Donc on essaye d'avoir un peu la philosophie start-up, d'être dans des petits groupes qui vont travailler sur des sujets. Et dans le cadre de ces sujets, oui, on va chercher ce qui manque. Soit ça peut être chez nous, hein, parce qu'on a une informatique très puissante, on a une partie du groupe, enfin une participation on travaille beaucoup avec Atos, mais avec d'autres aussi. Et puis on a des cellules qui sont sur l'intelligence artificielle, puisqu'on le vend aussi à nos clients. Donc on a plein de possibilités, disons, mais on prototype ce qu'on cherche sur 3 mois. Esprit start-up. Et si ça ne marche pas, c'est accepté dans le groupe, si vous échouez. Mais ce qui n'est pas acceptable, en tout cas pour moi, mes équipes, c'est de ne pas essayer. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de recherche systématique de tout ce qu'il y a sur la planète comme vous avez fait. Hein. D'accord. Mais vous avez quand même, en fait, vous avez, de par aussi votre business, une espèce de code génétique digital qui fait que le mode de fonctionnement un peu agile, projet haute, comme vous le décrivez, entre guillemets, percole aussi à la fonction achat. Il y a les valeurs qu'on a aussi, responsabilité, innovation et excellence. On respecte énormément l'innovation, à quelque niveau que ce soit. Et effectivement, on cherche vis-à-vis de notre client, parce qu'en fait, tout ça est tiré par le client d'abord. Le client ne veut... Enfin, tout va beaucoup, beaucoup plus vite. Et si la supply chain continue au rythme habituel, ça ne marche pas, déjà. Donc c'est pour ça qu'on a ces prototypes en 3 mois. D'accord. Jean-Paul? Alors, pour ce qui est du scouting des startups, on en a pour nos clients internes. D'accord. Donc on utilise des sociétés, des incubateurs, plutôt des accélérateurs, parce que les prendre trop jeunes, vous l'avez dit vous-même, les grosses boîtes comme nous, on a un peu tendance à étouffer la start-up quand on la prend trop jeune. Et je préfère me retourner vers des accélérateurs, puisque la start-up a déjà quelques années d'âge, elle a déjà fait des pilotes, et je pense que c'est plus... J'utilise aussi la BPI, enfin ce genre d'organismes qui nous permettent d'avoir des visions. Mais ça, on le fait vraiment pour nos utilisateurs internes. Et c'est vrai que les cordonniers sont les plus mal chaussés, nous non plus. On n'a pas d'entité qui... Enfin, on a une entité qui s'appelle la DOMA qui travaille sur les process internes, transverses, etc. Mais il n'y a pas dans cette entité quelqu'un qui est spécialisé pour scouter les startups achats pour notre métier. Mais c'est une bonne question, du coup, ça me fait un peu réfléchir, ça me titille. Et sur le code génétique des acheteurs et sur la capacité de faire grandir aussi sur cette... Alors nous, le groupe L'Oréal est dans une pleine transformation depuis le président, il y a quelques années, a vraiment dit l'enjeu pour L'Oréal, ça allait être le digital et le business digital, puisque le e-commerce arrive à fond, quand on voit les parts de marché que prennent Alibaba, des Amazon, par rapport à la distribution plus classique, nous on a un enjeu de complète transformation. Et donc il y a une réelle mobilisation totale dans l'entreprise avec la création d'une direction digitale. Donc nous on n'est pas digital in comme vous, nous on est cosméticien. Donc entre le digital et la cosmétique, il y a quand même un énorme pas à franchir. Et on travaille énormément avec notre Chief Digital Officer. Et du coup, quelque part, il nous irrigue et on s'irrigue mutuellement d'idées qui peuvent jaillir. Donc je pense qu'on a quand même un souci digital au niveau des acheteurs très très fort. Avec en plus, et on en parlait ce matin, un nombre de nos fournisseurs
qui risquent de devenir demain nos clients, puisqu'ils ouvrent des plateformes e-com dans tout ce qui est réalité augmentée, dans tout ce qui est téléphonie, etc. Donc aujourd'hui, ils sont fournisseurs, demain, ils vont être nos clients. Alors ça, on le voit tous les jours, le monde extérieur des fournisseurs qui se transforme, et forcément, on se le prend un peu en pleine figure. D'accord, très bien, parfait. Alors là, on est un peu dans la période des fêtes et de liste au Père Noël. Si vous aviez 2-3 besoins dans les 2-3 prochaines années qui sont aujourd'hui pas couverts et que vous aimeriez voir couverts par des startups sur vos besoins achats, quelles seraient ces 2-3 idées? Écoutez, j'en ai quelques-unes. Je cherche en fait, l'intelligence artificielle, c'est surtout là que je cherche. L'intelligence artificielle, on en a un petit peu parlé avec le Big Data, parce que ce n'était pas que Big Data dans mon exemple. Ce que je cherche, c'est par exemple de faire du commodity management aidé au niveau stratégique par des processus, aidé par l'intelligence artificielle. Du sourcing. Je donne un sourcing et je veux absolument qu'on me fasse la totale, sachant que ça marie aussi le 360 degrés interne. On a un big data chez nous, donc le data lake qu'on a avec SAP HANA est une bonne base pour pouvoir marier des informations internes et externes. En plus, comme on est assez complexe, déjà en interne, puisqu'on a 8 divisions présentes dans 170 pays, 65 business units. Bon, vous voyez, déjà, pour pouvoir avoir ça en temps réel, c'est possible. Et ensuite, pouvoir prédire ce qui va se passer, c'est possible aussi. Donc, je travaille sur ces sujets-là. Et ça, je suis sûr que ça va modifier profondément le travail des acheteurs, mais il faut les associer parce que ça va être du cobot, quoi. Ils vont devoir travailler avec des robots. Et donc, il faut approcher côté valeur, avoir une valeur supplémentaire parce que le temps disponible va augmenter. Et donc, je ne cherche pas la technique uniquement, je cherche la transformation totale de l'entreprise pour qu'elle aille beaucoup plus vite. Avec cette mine, ces fournisseurs qu'on connaît, puis ceux qu'on ne connaît pas. Je cherche aussi, j'ai parlé du côté prédictif. J'ai un sujet un petit peu plus en avance. Bon, ce que je veux faire en un mot, c'est du B2C dans le B2B. Hein. Vous savez que nous, on est dans le business to business. Dans le business to consumer, vous êtes un consumer. Comme moi, si vous voulez acheter quelque chose, vous allez sur Amazon, Booking.com, etc. C'est simple. Hein. C'est rapide, c'est simple, vous savez ce que vous voulez, vous l'avez. Cette agilité, je la veux dans le domaine des frais communs et bientôt aussi dans les frais spécifiques. Et puis dernier point, ce qui m'intéresse, c'est, mais ça c'est un peu une chose sur laquelle la valeur ajoutée des acheteurs va être de plus en plus, c'est l'écosystème de croissance. L'écosystème de croissance embrasse tous la supply chain, c'est-à-dire que les clients que nous avons, quel que soit le pays, ont un certain nombre de besoins. Ces besoins sont couverts par nos technologies, nos équipements. Donc, par exemple, en France, j'ai 5000 fournisseurs. Et ces fournisseurs peuvent fournir des services excessivement intéressants. Et donc, je travaille sur l'écosystème de croissance. Et pour cela, il doit y avoir des moyens de sonder le marché, de déterminer un écosystème, donc pas seulement un fournisseur, des PME, des startups, des entreprises qu'on a référencées, pour avoir une approche réactive, agile, par rapport aux besoins clients. Donc voilà sur quoi je travaille en ce moment. Très bien, merci. Peut-être dans un univers très, très techno, Agnès, chez Bouygues Télécom, votre liste au Père Noël, en termes de... Vous avez déjà pas mal expérimenté aussi. Quelle serait-elle? C'est vrai que les startups aujourd'hui chez Bouygues Télécom, c'est essentiellement. J'ai cru voir. Ouais. On est très mal doté pour Petite démo. ce type de compétences m'intéresse parce que je réfléchis également sur la partie sourcing. Ouais. Nous, on a une base fournisseur qui est très concentrée. On dépense
70% de nos dépenses avec seulement 20 fournisseurs, donc c'est très conséquent. Oui, mais enfin, ça, vous savez, ça a des avantages. C'est que du coup, on a très peu de fournisseurs en face de nous, notamment pour nos équipements. On est un petit peu comme ça. Négocier avec Apple, c'est compliqué. On ne négocie pas beaucoup avec Apple. Ils négocient plutôt leurs propres exigences. C'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Mais par contre, comme la technologie évolue, on parle maintenant de la 5G, à l'horizon 2020 pour la France, il y a certainement des nouveaux acteurs qui ont des solutions intéressantes, qui sont des alternatives peut-être aux sociétés d'infrastructures déjà installées. Ça nous intéresse de pouvoir les sourcer, trouver de nouvelles innovations. Et moi, pour ma fonction achat, j'ai envie de travailler avec des startups. On se voit, nous, la semaine prochaine. Je sais que j'ai déjà été en contact avec mon équipe. Mais on va avancer, ça m'intéresse également de vous rencontrer. Parce qu'on a besoin, en effet, d'avoir des solutions plus agiles au service de nos clients internes, mais également pour nous libérer, nous focaliser sur les tâches à plus forte valeur. D'accord, très bien. J'en profite, je fais le tour de table dans le secteur bancaire. Christophe ou François. Maintenant, on a couvert une partie de notre transformation. On est obsédé par cette innovation, par la digitalisation de nos différents processus. On s'est fixé cette ambition de déployer un maximum de marketplace sur toutes les catégories éligibles dans les 2 années qui viennent. Et on est face à un marché qui n'est pas complètement prêt là-dessus. Donc nous, on est demandeurs dans notre piste au Père Noël de pouvoir avancer avec des acteurs sur la construction de marketplace interne pour l'instant, vis-à-vis de la multitude de partenaires internes qui soient dans les différents métiers ou dans les différentes régions qu'on peut couvrir. Très bien, merci beaucoup. Je passe la parole à Jean-Paul. En fait, les 3 ordres, le premier, je dirais, on n'en a pas trop parlé, mais je pense que c'est à votre portée. C'est l'analyse des signaux faibles dans nos demandes d'engagement de dépenses de nos utilisateurs internes. C'est-à-dire si je pouvais scouter, parce qu'en fait, nous, achats, on est dans l'arrêt des 80-20, donc bien sûr, on regarde les plus grosses dépenses, la massification, on catégorise ça et on regarde nos principales catégories. Or, aujourd'hui, le monde se transforme. Et donc, les besoins des utilisateurs, qu'ils soient dans le marketing, dans la PLV, vont petit à petit évoluer. Et je ne voudrais pas que le service achat soit en ski nautique derrière les besoins qui changent. Et je voudrais être beaucoup plus proactif. Et pour ça, il me faudrait un système qui analyse les signaux faibles de mes purchase orders. Et une fois qu'ils me sortent à ce moment-là des quelques mots-clés ou quelques tendances, que je pourrais rebalancer dans l'analyse qui va me chercher les fournisseurs qui répondent à ces nouvelles tendances qui émergent. Enfin, j'y pense que c'est quelque chose qui est vraiment à votre portée et qui compléterait votre offre produit, qui permettrait de voir l'amont, l'évolution de l'amont pour pouvoir avoir tout de suite, très réactivement, une analyse de l'aval. Donc c'est une première idée. La deuxième chose, bien sûr, c'est le prédictif. Bon, alors moi, pas tellement sur les achats indirects, mais sur les achats directs, vous imaginez le nombre de références qu'il y a chez L'Oréal. Vous avez à peu près 30 marques internationales qui ont chacune des milliers de produits à leur catalogue. Et là, faire du prédictif, aujourd'hui, on le fait par les systèmes classiques où chaque code a son prix prévisionnel. On met ça dans un énorme calculateur, même s'il y a du ANA derrière, ça reste quand même un petit peu lourd. Et je pense qu'on pourrait faire du prédictif de manière beaucoup plus intelligente sur toute cette partie-là. Et la troisième, on en a parlé juste, c'est d'avoir la marketplace sur les services. Aujourd'hui, on parle des Amazon Pro, des machins et ça. Alors c'est certes pour des sociétés très industrielles, il y a beaucoup d'achats de biens, c'est très bien, mais nous, chez L'Oréal, par exemple, 80% de nos achats, c'est du service. Et je n'ai pas le Amazon Pro sur des achats de services. Alors il y a des endroits où, je parlais de l'IT Services, il y a des endroits où on pense qu'on va pouvoir... sur l'intérim aussi, ça existe. Sur l'intérim aussi. Mais il y a d'autres endroits où ça n'existe pas et c'est un marché qui va falloir scouter de manière très, très proche parce que je pense qu'on peut co-construire des solutions. Aujourd'hui, on parle beaucoup du BPO, Business Process Out Services. Je couplerais bien un Amazon Pro avec du BPO derrière pour tout ce qui n'est pas catalogué et parte chez un BPO qui me fasse l'achat derrière. Enfin, j'imagine un truc un peu dans ce sens-là. Voilà, la lettre au Père Noël. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres lettres au Père Noël ou d'autres attentes dans la salle? Non? Rien spécial? Chère France, non, il n'y a pas de... On est dans le fait de
trouver des nouvelles opportunités dans les panels fournisseurs très innovants, etc. Donc, il faut qu'on arrive à automatiser un peu tout ça pour que les acheteurs aussi soient conscients que chaque projet a plusieurs enjeux. Et aussi l'intégration des outils collaboratifs est importante, notamment pour les clients internes, parce qu'on s'aperçoit qu'on travaille de plus en plus en mode projet et que par conséquent, il faut aussi qu'on intègre ça au niveau des achats. Mais on est aidé, je dirais, par un contexte d'entreprise où la transformation, l'innovation, ça y a irrigué l'ensemble des business. Et l'innovation ne vient pas que par les achats, donc il faut arriver à se différencier sur cette Il y a un point quand même qui me tracasse un petit peu, c'est à la suite des nouvelles lois, notamment le devoir de vigilance. Il y a énormément d'informations à collecter et à mettre en forme pour rassurer non seulement en interne mais aussi en externe. Moi, si j'avais un souhait à formuler, c'est de pouvoir arriver à faire ça de façon rapide et fiable. Je pense qu'il y a des outils qui permettent de le faire, mais ce n'est pas encore complètement bien packagé. Si on pouvait assembler plusieurs technologies, comme vous l'avez dit, qui pouvaient faire ça, je pense que ça serait pas mal. Mais d'ailleurs, ce que je trouve intéressant dans les use cases que vous avez décrits, c'est que, à ma connaissance, alors peut-être que je vois quelques startups qui pourraient répondre à un bout du besoin, mais il n'y a pas une startup aujourd'hui qui répond à la totalité des besoins que vous avez décrits. Et la deuxième remarque, c'est que ça passe nécessairement par une base de données propre. Et donc ça passe nécessairement par une des boîtes qui sont là-dedans. Une de celles-là qui sont là-dedans. Sur laquelle après, vous pouvez, de mon point de vue, soit co-construire avec cette boîte-là, soit avec les data scientists pour les algorithmes prédictifs, par exemple. Vous avez décrit les algorithmes prédictifs tous les deux. Soit les co-construire avec les data scientists de ces boîtes-là, soit avec vos propres data scientists, soit avec des data scientists que vous avez sourcés à droite et à gauche. Et en fait, assemblage de plusieurs technologies sur une plateforme pour répondre à ces besoins-là. Parce que l'un comme l'autre, ce que vous avez décrit, de mon point de vue, n'existe pas tout packagé. Et c'est vachement intéressant parce que du coup, ça remet en avant l'intérêt de collaborer avec des startups. Parce qu'en réalité, en termes de use case, peut-être en termes de technologie, ils sont peut-être en avance un petit peu sur vous, mais en termes de besoins et de use case, ils n'y ont pas encore pensé. Oui, et puis ils vont plus vite pour développer, surtout ça. Et après, ils vont vite pour développer. Et d'ailleurs, pour moi, ça fait aussi, ça pose la question. Vous avez tous des cellules, outils, méthodes à l'intérieur de vos structures, et je pense que la façon de travailler et le cœur d'activité de ces cellules qui sont importantes doit évoluer de façon significative pour intégrer ça de façon native. Et je pense que c'est un enjeu aussi pour les grands groupes notamment, parce que ces systèmes-là ont été pensés avec les systèmes Ariba ou autres, très structurés. Et en fait, il faut travailler de façon complètement différente pour être capable d'accompagner les acheteurs et puis les clients internes avec ça. Et je pense que ça appelle à revisiter en fait l'objectif et le rôle de ces entités-là. Et les profils. Et les profils, exactement. Certains y travaillent déjà. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je remercie en fait les 4 intervenants d'avoir passé du temps et pour vos exemples et vos partages d'expériences de qualité. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Bonne fête pour de nouvelles conférences. Merci.